Propriétés de gaz courant. Bonjour, donc dans cet enregistrement, on va parler brièvement là, de différentes utilités qu'on trouve à certains gaz dans notre vie de tous les jours. Les gaz inertes tirent leur nom du peu d'interaction qu'ils ont avec les autres atomes, et ça inclut eux-mêmes. Donc, c'est vraiment exceptionnel de voir un atome de gaz inerte dans une molécule. En fait, ça existe, mais c'est vraiment très rare et disons que dans la nature, on ne voit pas ça. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça parce que ce sont les atomes les plus stables du point de vue électronique. Donc, tous les autres atomes tendent à avoir la structure électronique d'un gaz inerte en faisant des liaisons chimiques, mais le gaz inerte est déjà dans cette position stable. Et ça, on le constate quand on regarde l'énergie d'ionisation en fonction du nombre atomique. On voit que les atomes qui ont la plus grande énergie d'ionisation, donc ceux qui veulent le moins perdre un électron, ben, ce sont nos ions, pas nos ions, mais nos atomes de gaz inerte. Bon, ça c'est intéressant sur le point de vue là, des utilisations si on veut mettre certains objets dans des environnements inertes. On pourrait, par exemple, vouloir placer un objet d'art sans craindre qu'il s'oxyde. Ben, on le met dans un environnement inerte, et ben, puis il n'y aura pas d'interaction à ce moment-là avec les atomes de gaz inerte. On pourrait aussi placer de la nourriture, ça se ferait également. Donc, n'importe quel de ces gaz inertes-là va fonctionner, mais bon, on a l'argon qui est quand même 1% de l'air sec, donc ça peut être un choix là, qu'on peut utiliser. Il y a des alternatives, par contre, à l'utilisation des gaz inertes, et notamment, il y a la molécule d'azote. Bon, l'azote, ce n'est pas inerte, ça peut interagir, et notamment ici, on voit qu'on en a dans notre corps, donc il a fallu interagir. C'est présent notamment dans les acides aminés. Mais, disons que la molécule d'Enders, c'est quand même une molécule qui est assez stable. Donc, c'est une molécule qui est formée de deux atomes d'azote qui sont liés par une liaison triple covalente. Donc, oui, il y a 5 atomes, et en fait, il y a 5 électrons de valence pour notre azote, donc on peut avoir 3 liaisons. Donc, deux atomes d'azote qui se collent ensemble, ben, ils sont liés 3 fois. C'est une molécule qui est très stable, puis en fait, est tellement stable que le mot français azote vient des mots grecs a, qui veut dire ne pas, et zoos, qui veut dire vie. Donc, l'azote, c'est quelque chose qui n'a pas la vie, donc il ne réagit pas. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est quelque chose qui n'interagit pas tant que ça. Contrairement au gaz inerte, on en a beaucoup. 78% de l'air sec, c'est de l'azote. Donc, on peut relativement à bon marché s'en servir. Notamment, c'est utilisé pour les sacs de croustilles. Donc, quand on dit « Ah, c'est plein d'air », mais en fait, ce n'est pas de l'air, c'est de l'azote gazeux pour protéger les croustilles de la dégradation. Il y a d'autres utilisations qu'on peut faire de gaz, notamment il y a les comburants. Donc les comburants, si je vous rappelle, on avait notre triangle de feu, combustible, comburant et énergie d'activation. Bien, le comburant, c'est celui qui entretient le feu, qui fait que, en fait, qui a l'action, qui est actif. C'est celui qui va oxyder notre combustible, donc c'est le comburant. Le comburant par excellence, c'est l'oxygène, parce qu'on en a beaucoup dans l'air, donc le dioxygène. Mais il y a quand même d'autres comburants, comme l'ozone, qui est même plus réactif que l'oxygène. Et on pourrait mentionner aussi le difluor et le dichlore. Du point de vue des gaz, la combustion ne fait pas intervenir que le comburant. Il y a aussi des combustibles. Donc, on pense à nos gaz naturels, par exemple. Donc, le méthane, le propane et le butane. Donc, essentiellement, ce sont des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, l'exemple ici de la combustion du méthane, on a le méthane qui interagit avec du dioxygène pour produire du gaz carbonique et de l'eau et un grand dégagement d'énergie. Donc, c'est l'utilité, ça peut être utilisé pour aller produire de l'énergie. Donc, ils ont l'avantage, ces gaz-là,
d'être quand même facile à utiliser. Hein? On fait notre barbecue pour le chauffage, souvent pour la cuisine. Donc, c'est des gaz qui sont très faciles à utiliser. Par contre, ils ont l'inconvénient d'être des gaz à effet de serre. Donc, c'est du point de vue écologique pas la meilleure utilisation qu'on peut faire. On pourrait utiliser comme alternative l'hydrogène. Donc, la molécule de dihydrogène va elle aussi être oxydée par l'oxygène, donc un gros dégagement d'énergie à ce moment-là. Mais il faut se rappeler toutefois que l'hydrogène, ça ne pousse pas comme ça dans les airs, là. Il faut le produire et la production d'hydrogène demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, si on veut produire du dihydrogène et on veut que ce soit, disons, écologiquement intéressant, ben, il faut utiliser des sources à la base d'énergie non polluante. Mais bon, c'est quand même un combustible d'avenir. Donc, en résumé, hein, qu'est-ce qu'on a à retenir pour cet exposé? C'est qu'il y a certains gaz qui ont des propriétés qui sont utiles pour la vie de tous les jours. C'est le cas des gaz inertes, qui permettent de protéger des aliments ou des objets. Il y a une belle alternative qui est l'azote gazeux, qui est un gaz de très bon marché. Il y a des gaz qui sont des comburants, donc notamment le dioxygène, mais il ne faut pas oublier l'ozone, le difluor et le dichlore. Il y a d'autres gaz qui, eux, sont des combustibles, donc ils peuvent être utiles pour produire de l'énergie et qui peuvent être utilisés pour un usage là, quelconque. Et finalement, ben, le dihydrogène, qui est un combustible qui est peut-être dangereux, mais qui a un potentiel quand même pour l'avenir si on est capable de le produire avec des sources d'énergie non polluantes.